Il y a des films que l'on ne se contente pas de regarder, on les traverse. La ligne verte fait partie de cela, ce n'est pas un simple drame carcéral, ni un Stephen King sans monstre. Aujourd'hui, on va plonger derrière la caméra, les détails cachés, les choix audacieux et les histoires de tournage qui expliquent pourquoi ce film continue d'émouvoir autant, des années après sa sortie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le titre n'est pas une métaphore poétique, il est littéral. Dans le couloir de la mort, un long corridor recouvert de linoléum vert mène directement à la salle d'exécution. Les gardiens l'appellent la ligne verte, parce que c'est le dernier chemin emprunté par chaque condamné avant d'affronter la fin. Un détail simple, presque banal, mais chargé de sens, un sol coloré qui transforme un simple couloir en frontière entre la vie et la mort. Le roman dépasse les 600 pages. Pourtant, Frank Darabont n'a eu besoin que de 8 semaines pour l'adapter en un scénario de près de 3 heures. 8 semaines de travail intensif, jour et nuit. Selon lui, il voyait déjà le film dans sa tête. Les lumières chaudes, les silences pesants, le rythme lent des pas dans le couloir. Il ne lui restait plus qu'à écrire ce qu'il voyait. Résultat, une adaptation fidèle, puissante et respectueuse qui amplifie l'émotion du livre au lieu de la trahir. Stephen King ne distribue pas les compliments facilement, surtout lorsqu'il s'agit d'adaptation de ses œuvres. Il en a vu beaucoup dévier, simplifier ou trahir sa vision. Mais La Ligne Verte est l'une des rares exceptions. King l'a qualifiée de transposition la plus fidèle de l'un de ses romans. Frank Darabont n'a ni modernisé ni amélioré l'histoire. Il l'a traité comme quelque chose de précieux, à préserver. Et cela se ressent. Le film reprend l'âme du livre tout en lui ajoutant le langage du cinéma, les regards, la musique, les silences. Une fidélité rare, presque sacrée. La Ligne Verte partage des liens forts avec Les Évadés. Plusieurs acteurs apparaissent dans les deux films, dont Jeffrey DeMunn, William Sadler et Brian Libby. Et derrière la caméra aussi, on retrouve le même ADN. La musique de Thomas Newman, le montage de Richard Francis Bruce, la direction artistique de Michael Serton. Cette continuité a créé une atmosphère familière, la même sensibilité, la même humanité dans un décor oppressant. Aujourd'hui, il paraît impensable que quelqu'un d'autre que Tom Hanks incarne Paul Edgecombe. Sa douceur, sa fatigue, sa rectitude silencieuse semblent faites pour ce rôle. Pourtant, le premier choix avait été John Travolta, qui refusa la proposition. Et pour le rôle du dangereux Wild Bill Wharton, la production avait pensé à Josh Brolin avant que Sam Rockwell ne s'en empare avec une folie brute, nerveuse, inoubliable. Il suffit parfois de 2 décisions de casting pour changer le destin d'un film. Stephen King situe habituellement ses récits dans le Maine, son état natal. La Ligne Verte déroge à la règle. L'histoire se déroule dans le sud des États-Unis, pendant la Grande Dépression. Chaleur étouffante, tensions raciales, inégalités profondes, justice expéditive. Le tournage a eu lieu dans une ancienne prison du Tennessee, mais l'action se situe en Louisiane. Et cette atmosphère se ressent dans chaque scène, lente, moite, lourde, un décor qui colle à la peau autant que l'injustice qui y règne. Dans un film rempli d'acteurs brillants, c'est un minuscule personnage qui vole parfois la vedette, Mr. Jingles, la petite souris. Dans un univers sombre et étouffant, elle apporte magie, douceur et même une forme de miracle. Et ce qui paraît être une seule créature est en réalité le résultat du travail de 15 souris différentes, chacune entraînée pour un geste précis. Courir, s'arrêter, monter sur une main, pousser une petite roue. Un détail qui montre jusqu'où l'équipe est allée pour insuffler de la vie à chaque scène, même les plus petites. Le rôle de John Coffey demandait un miracle d'interprétation. Une stature immense, mais une âme d'enfant. C'est Bruce Willis qui recommanda Michael Clarke Duncan après avoir travaillé avec lui sur Armageddon. À l'époque, Duncan n'était pas encore connu, mais Darabont vit immédiatement en lui ce mélange fragile de puissance et de pureté. Une présence rare, presque spirituelle. Son interprétation lui valut une nomination aux Oscars et transforma sa carrière pour toujours. Dans le roman, Percy Wetmore, le gardien sadique, n'a que 21 ans. Mais Doug Hutchison, qui l'interprète, en avait presque le double. Pour obtenir le rôle, il a menti sur son âge, prétendant être au début de la trentaine. Son visage juvénile fit le reste, et son jeu a rendu Percy si détestable que cette petite tricherie devint anecdotique. L'important, c'est ce malaise poisseux qu'il installe à l'écran, ce mélange de lâcheté et de cruauté. Un antagoniste qui donne envie de détourner le regard. Dans l'histoire, Paul Edgecombe apparaît jeune puis âgé. Initialement, l'idée était de faire jouer les 2 versions par Tom Hanks lui-même grâce au maquillage. Mais aucune transformation n'était convaincante, le réalisme se fissurait. Alors l'équipe fit un choix plus subtil et plus juste. Confier le rôle du Paul âgé à Dabbs Greer, un acteur de 82 ans, dans ce qui deviendra sa dernière apparition au cinéma. Sa voix, son regard fatigué, sa fragilité réelle donnent à la fin du récit une profondeur que le maquillage n'aurait jamais pu créer. Michael Clarke Duncan impressionnait déjà par sa carrure, mais dans le film, il devait paraître presque mythique, comme un géant venu d'un autre monde. L'équipe a donc utilisé des astuces discrètes, un lit plus petit dans sa cellule, des angles de caméra bas, des partenaires de jeu légèrement surélevés.
Ironie du sort, il n'était pas le plus grand acteur du plateau. David Morse mesure 1m93 et James Cromwell presque 1m98. Mais grâce à la mise en scène, Coffey semble écraser l'espace, tout en restant étonnamment tendre. Un colosse, oui, mais un colosse brisé. Dans le film, les gardiens portent des uniformes impeccables, sombres, presque militaires. Historiquement, ce n'est pas exact. Dans les années 30, dans le sud, les gardiens ne portaient pas encore d'uniformes officiels. Mais ce choix n'a rien de gratuit. Sans uniforme, l'autorité aurait été floue, les rôles moins nets. Le cinéma fonctionne avec des symboles. Et ici, la rigueur, l'ordre et la hiérarchie devaient être visibles au premier regard. La vérité historique s'efface parfois pour servir la vérité émotionnelle. Pour refléter l'époque, les acteurs ont dû adapter leur physique, mais pas selon les standards modernes d'Hollywood. Tom Hanks a volontairement pris du poids pour ressembler à un homme normal, loin de l'image du héros athlétique. Michael Clarke Duncan a arrêté la musculation pour ne pas paraître trop sculpté, trop contemporain. Et Bonnie Hunt a pris environ 7 kilos pour incarner une femme simple des années 30. Pas de perfection polie ni de narcissisme hollywoodien, mais du vrai, du quotidien, du crédible. Même si ce n'est pas le sujet principal du film, le racisme est bien présent, de façon discrète mais constante. Wild Bill lance à plusieurs reprises des insultes racistes contre John Coffey, rappelant le climat social de l'époque. De plus, l'intrigue montre une société prête à condamner à mort un homme noir pour un crime commis en réalité par un homme blanc. Une injustice typique des années 1930. Cependant, le film ne s'attarde pas sur tous les aspects de la ségrégation raciale pour privilégier son récit. En Louisiane dans les années 30, une prison intégrée comme celle que l'on voit à l'écran n'aurait pas existé. Même dans le couloir de la mort, les détenus noirs n'auraient pas été placés avec les détenus blancs. Cela vaut également pour le personnage amérindien d'Arlen Bitterbuck, interprété par Graham Greene. La chaise électrique occupe une place oppressante dans le film, même si ce n'est en théorie qu'un objet. Chaque fois qu'elle apparaît, elle rappelle de manière glaçante l'issue inévitable qui attend les prisonniers du couloir de la mort. Le film montre en détail son fonctionnement et la brutalité qui survient lorsque les protocoles ne sont pas respectés. Cependant, ce choix relève davantage du langage cinématographique que de la réalité historique. En Louisiane, à l'époque où se déroule l'histoire, on n'utilisait pas encore la chaise électrique. L'État ne l'a adoptée qu'en 1940. Auparavant, la méthode d'exécution officielle était la pendaison. Le personnage de Wild Bill, interprété par Sam Rockwell, apporte une dose d'imprévisibilité et de menace dès son arrivée dans le couloir de la mort. C'est un détenu incontrôlable, violent par pur plaisir, qui commence son séjour en attaquant plusieurs gardiens à la fois. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit placé à plusieurs reprises dans une camisole de force. Cet accessoire, conçu pour immobiliser les bras du prisonnier, renforce l'atmosphère oppressante de la prison. Toutefois, comme pour les uniformes des gardiens et la chaise électrique, son utilisation n'est pas historiquement exacte. Les modèles à boucles visibles dans le film n'ont été utilisés qu'à partir des années 1980. Auparavant, les sangles étaient simplement nouées. Ici encore, le film privilégie l'impact visuel plutôt que la stricte précision historique. Sam Rockwell est un acteur talentueux et polyvalent, connu pour son engagement total lorsqu'il s'agit de créer des personnages crédibles et authentiques. Dans La Ligne Verte, il décroche l'un de ses rôles décisifs, celui qu'il a vraiment établi comme acteur de caractère reconnu, avant même que les rôles principaux n'arrivent dans sa carrière. Il y incarne Wild Bill Wharton, un détenu marqué par une acné sévère. Soucieux du réalisme, Rockwell alla jusqu'à demander à l'équipe de maquillage d'appliquer des boutons et des marques d'acné sur tout son corps pour une scène de nudité, afin de rendre l'apparence de son personnage aussi authentique et dérangeante que possible. L'une des scènes les plus choquantes du film est l'exécution d'Édouard Delacroix. Grâce à la performance de Michael Jeter, le personnage apparaît touchant et presque enfantin, comme s'il ne comprenait pas vraiment la gravité de son destin. Pourtant, il subit la mort la plus brutale du film, révélant toute la cruauté de Percy. En ne mouillant pas correctement l'éponge conductrice, Percy transforme ce qui devrait être une exécution rapide en un supplice long et atroce. La scène est volontairement amplifiée pour provoquer un choc émotionnel, notamment avec les cris de Delacroix. Dans la réalité, l'électrocution contracte les muscles et empêche une telle vocalisation. Mais le film privilégie ici la force dramatique plutôt que l'exactitude médicale. Parmi toutes les adaptations cinématographiques des romans de Stephen King, La Ligne Verte est celle qui a rapporté le plus. Alors que Shining bénéficie d'un culte durable et que Les Évadés est probablement le plus diffusé à la télévision, La Ligne Verte a engrangé environ 136 millions de dollars aux États-Unis et 286 millions dans le monde. Ce succès commercial impressionnant a renforcé encore davantage la réputation du film, ainsi que celle de son réalisateur, Frank Darabont. Le tournage s'est étiré d'environ un mois au-delà du planning initial, alimentant rumeurs et anecdotes. L'une des plus connues prétendait que Frank Darabont avait, dans un moment de colère, lancé une niche pour chiens. Une histoire haute en couleurs, mais totalement inventée. Darabont l'a démenti plus tard dans le commentaire audio du Blu-ray. Comme quoi, même les coulisses d'un film sur la rumeur, la croyance et la vérité finissent par créer leur propre légende.
La ligne verte n'est pas seulement un film, c'est une expérience. Une histoire qui ne cherche pas à faire du bruit, mais à toucher, à questionner, à laisser une trace. Elle parle de justice et de pardon, de douleur et de lumière, et de cette fragile frontière entre la loi et la compassion. Et quand le générique arrive, on ne se relève pas simplement du canapé. On reste un instant immobile, comme si le monde avait ralenti avec nous. Dites-nous en commentaire quel film vous aimeriez voir analysé prochainement. Celui qui recevra le plus de j'aime sera au centre de notre prochaine vidéo. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cinéma.